retrouve pour une séquence sur, évidemment très attendue, sur un investissement ou des investissements particulièrement visibles en ce moment et qui font la une de la Tribune ou de tous les médias régulièrement. Je veux parler bien sûr de ces Gigafactory qui, alors Xavier Bertrand a dit qu'il y en avait 4, il y en aura peut-être, il veut doubler le nombre, donc ça donne l'idée de l'ambition. Donc on parle bien sûr de la mobilité, de l'électromobilité, comme on dit, donc la mobilité électrique, des voitures, peut-être pas que des voitures, il y aura des batteries à peu près partout. On va en parler avec deux de ces Gigafactory et avec Laura Marzouc. Je commence par vous. Merci Laura d'être avec nous. Vous êtes directrice générale adjointe à la région Hauts-de-France en charge du pôle entreprise et emploi et vous avez travaillé, je crois, plusieurs années aux côtés de Xavier Bertrand, justement sur tous ces sujets d'économie d'emploi et notamment ces projets-là. Donc, on vous entendra dans quelques instants. À côté de vous est présent Mathieu Hubert, vous êtes secrétaire général de ACC, Automotive Sales Company. Et enfin, à côté de vous, Sylvain Pénaud, vous êtes le cofondateur de Verkor. Alors, je vais peut-être commencer par les deux entreprises, peut-être avant d'entendre votre témoignage. Moi, j'ai envie de dire, la question qu'on a envie de savoir, c'est quoi ces projets de Gigafactory? Tout le monde n'en a pas forcément conscience. Quand on dit Gigafactory, on pense à des usines géantes. C'est pas forcément qu'elles vont être géantes. On pense beaucoup évidemment à Tesla, Elon Musk, mais elles vont quand même être importantes. Et comment est-ce qu'on monte un projet comme celui-là? Alors peut-être en commençant par vous pour ACC, puis peut-être pour Verkor ensuite. Comment est-ce qu'on monte un projet comme celui-là dans une logique de réindustrialisation des Hauts-de-France? Quels sont les obstacles que vous avez dû surmonter pour y arriver? Merci de votre invitation. Bonjour à toutes et tous. Alors, un petit mot effectivement sur le projet ACC et puis plus généralement sur cette histoire de la batterie et pourquoi est-ce que l'on va avoir besoin en France et en Europe de fabriquer, enfin de concevoir et de fabriquer énormément de batteries. Le projet ACC, c'est un projet qui a 3 ans. C'est une entreprise qui, il y a 3 ans, n'existait pas. On est passé de rien à 1500 salariés. Et ça n'est que le début, puisque à terme, on sera probablement plus de 7000. Donc vous imaginez une courbe de progrès qui est extrêmement spectaculaire. Puis il y a 3 ans, donc je le disais, on n'avait pas grand-chose. Là, en 3 ans, on a construit un centre de recherche et de développement dans la banlieue de Bordeaux. Donc on y conçoit les batteries de demain avec 800 ingénieurs et chercheurs qui y travaillent. On a une usine pilote à côté d'Angoulême, à Nersac, où 250 personnes travaillent. Et puis, vous l'avez dit, on a les Gigafactory qui pointent le bout de leur nez. La première, juste à côté d'ici, à 25 km d'ici, alors pas à Dunkerque, à côté de Lens, à Billy-Berclos exactement. Aujourd'hui, 450 personnes y travaillent. Et à terme, donc, on sera plus de 2000. Pourquoi Gigafactory? Écoutez, je vous invite à prendre la voiture électrique, bien sûr, et à faire 20 km en direction de Béthune. Vous allez tomber sur une cathédrale qui fait 35 mètres de hauteur, 600 mètres de long, 100 mètres de large. Et ça n'est qu'un tiers de la future usine. Ça vous donne une idée des proportions et ça vous donne du coup une idée de l'intérêt d'utiliser ce vocable de giga. Bon, l'histoire, pour être très rapide, c'est quoi? C'est de créer une industrie qui aujourd'hui n'existe pas en Europe. Que vous le vouliez ou non, en 2035, vous serez obligé, si vous voulez acheter une voiture neuve, d'acheter une voiture full électrique, puisque l'Europe a décidé, dans le cadre de son Green Deal, qu'il n'y aurait pas d'autres possibilités dans un peu plus de 10 ans. Donc ce qu'on est en train de faire, tout simplement, c'est de préparer cette transition depuis les voitures essence et diesel vers les voitures électriques. Et c'est un enjeu colossal. Sacré challenge. Alors peut-être, avant de rentrer plus dans le détail des batteries et puis des sujets d'aménagement du territoire, de toutes les questions qui se posent, on va entendre peut-être le même témoignage de votre part pour Verkor, Sylvain Pénaud. Oui, bonjour également à toutes et à tous. Verkor, dans la lignée de ce que mon collègue d'ACC a expliqué, Verkor est arrivé un tout petit peu après. Nous avons créé Verkor en fait avec 5 associés et c'est vrai que créer une licorne en un peu moins de 3 ans, c'est un engagement à 200%. La volonté était de créer une filière industrielle, une nouvelle filière industrielle, avec en fait une compétence internationale, puisque Verkor aujourd'hui, la ligne pilote est à Grenoble, elle. Nous avons choisi Dunkerque pour la Gigafactory, pour l'usine, qui est à peu près dans les mêmes dimensions, c'est 100 000 m², c'est un peu plus large, on est sur des dimensions de 16 gigawattheures sur la production de la première usine. Et sur ces 400 personnes que nous avons à Grenoble, nous avons 40 nationalités différentes. C'est-à-dire qu'en fait, on
On a mis en avant ce qui a été dit un petit peu avant par Frédéric Pott sur le fait que un des gros assets, je dirais, de Vercors, c'est d'abord l'équipe et la compétence qu'on a pu réunir avec des gens qui viennent du monde entier, puisque, comme dit Mathieu, il n'existe pas encore, cette filière n'existe pas en Europe, donc la compétence est forcément à l'étranger. Et c'est ce que nous avons réalisé en peu de temps pour réaliser cette filière et développer les batteries les plus bas carbone au monde. C'est une des raisons pour lesquelles nous avons choisi Dunkerque. Alors Laurent Marzouk, peut-être, qu'est-ce qui a attiré ces projets dans les Hauts-de-France? Alors on sait qu'il y avait une tradition, bien sûr, automobile très importante dans la région. C'est aussi une région qui a connu une restructuration en matière d'industrie importante. Elle en a vécu dans sa chair, dans ses emplois, les conséquences et les stigmates. Aujourd'hui, c'est une forme de renaissance grâce au Gigafactory. Comment vous avez, j'imagine, chaque projet était, même si c'est dans le même secteur et qu'il y a une cohérence d'ensemble, chaque projet était différent. Comment vous avez travaillé avec eux? Oui, alors ça a démarré à partir de 2019. Vous le disiez, à cette époque, j'étais encore au cabinet de Xavier Bertrand, voilà, sur les questions d'économie. Et c'est vrai qu'on s'est battu sur chaque projet. Évidemment, le premier projet, le fait qu'on soit une région automobile, qu'on ait déjà beaucoup de sites automobiles dans la région, qu'on ait les plus grands constructeurs français dans la région, ça nous a aidés. C'est ça qui a été l'élément principal pour attirer ces projets. Et après, on s'est battu sur chaque projet parce que l'idée, alors il faut le dire aussi, on est très bien situé en termes de géographie. On est vraiment au carrefour de l'Europe et ça, forcément, ça aide. On a aussi un atout avec des compétences. On a beaucoup de compétences dans la région et on le disait tout à l'heure, un des enjeux forcément ça va être de former, mais à l'origine le premier projet est apparu, Xavier Bertrand lui disait on est mort de faim dans la région, il a tout de suite senti que finalement les projets de Gigafactory devaient s'installer dans la région parce que ça faisait déjà un moment. C'était juste terminé sur le point, c'était REV 3 compatible aussi. C'était totalement REV 3 voilà. compatible, c'était dans la lignée finalement de ce qu'on voulait installer dans la région. Et finalement, avant que ces projets de Gigafactory arrivent, on voyait régulièrement des salariés de l'industrie automobile qui venaient nous voir et qui nous alertaient en disant voilà, finalement, on sait que l'électrification arrive, on sait que nos emplois petit à petit vont diminuer. Comment est-ce qu'on fait? Et donc finalement, ça faisait déjà un moment qu'on se disait il faut qu'on aide à la transformation du secteur automobile et la Gigafactory, ça a été finalement la bonne nouvelle, ça a été l'opportunité pour le secteur automobile mais aussi pour la région. Donc on s'est battu sur le premier projet parce que vous en doutez, on avait des compétiteurs européens. On avait aussi des compétiteurs régionaux. On avait notamment nos voisins de Grand Est qui étaient sur les mêmes thématiques avec lesquelles on s'est battu. On l'a beaucoup dit, la force de la région, c'est aussi travailler ensemble. Et c'est vrai que là, en quelques jours, on a réussi avec les territoires à proposer finalement une offre financière suffisante pour réussir à être attractif pour attirer ce premier projet. Et foncière. Et foncière. On en a un peu parlé. J'allais y venir. Il fallait quand même. Ce sont des gigafactories. La force de la région, c'est qu'on a encore du foncier. Alors là, c'est vrai qu'on a 4 gigafactories, donc on a un petit peu moins de foncier qu'en 2019. Mais évidemment, c'est notre force. Et en plus, on a un foncier qui est quand même à un prix raisonnable, faut le dire aussi. Donc on s'est battu sur les 4 projets. On a accompagné financièrement ces 4 projets. Mais ce n'est pas seulement un enjeu financier. On est là aussi pour former les futurs demandeurs d'emploi. L'idée, c'est vraiment de créer un écosystème. On a évidemment la Gigafactory, mais on doit aussi travailler sur l'amont et l'aval, puisqu'il y a forcément du recyclage. On va y revenir. Voilà, on y reviendra. Mais voilà, l'idée, c'était celle-là. C'était de comment est-ce qu'on aide notre filière et comment est-ce qu'on aide à transformer la région avec ces enjeux d'environnement et de REV 3 compatibilité. Alors Mathieu Hubert, pour revenir sur ACC, la particularité, donc je vais citer, il y a Renault également qui va avoir un projet, et puis il y a le Taïwanais Prologium, qui le dernier projet en date qui arrive en dernier. Donc ça fait déjà 4. Xavier Bertrand a évoqué 8. Bon, j'imagine que les besoins, de toute façon, à l'échelle européenne, je crois que j'ai lu qu'il fallait entre 50 et 100 gigafactories pour passer je crois qu'il doit y avoir 400 millions de voitures à peu près dans toute l'Union européenne. Donc avant qu'on les ait toutes, ça fait 400 millions de batteries, on imagine. Enfin, à l'horizon du siècle, pas forcément à l'horizon de 2035, mais en tout cas, les besoins de gigafactories vont être probablement dans la durée. Alors vous, comment vous travaillez? Est-ce que vous travaillez évidemment principalement avec Stellantis? C'est pas forcément la même modalité que Vercors. Comment ça se passe? Alors, l'actionnariat d'ACC, en fait, c'est trois branches, trois piliers. Le premier, les 2 historiques, Saft, qui est une filiale de Total Energy,
qui est une entreprise pas très connue en France, qui pourtant est un fleuron de la batterie, un fleuron de l'industrie. Saft, c'est une boîte qui fait des batteries depuis plus de 100 ans, des batteries au lithium depuis plus de 30 ans, avec simplement un petit manque dans le portefeuille technologique, c'est pas d'application pour le domaine de l'automobile. Donc Saft fait de l'aérien, du spatial, du militaire. Quand Thomas Pesquet tourne autour de la Lune, c'est avec une batterie Saft. Le problème, c'est que les débouchés sur l'automobile pour Saft étaient, avant la création d'ACC, proches de zéro. En face, le deuxième actionnaire, PSA à l'époque, devenu Stellantis depuis le mariage entre Peugeot Citroën et Fiat Chrysler, qui lui, c'est l'inverse de Saft, enfin, c'est la complémentarité qu'on a trouvée, connaît évidemment bien le monde de la masse production automobile, mais n'a pas accès à cette technologie si stratégique qu'est la technologie des batteries. Donc ACC, c'est d'abord le mariage de ces deux besoins, une batterie d'un côté, des débouchés en production grande série de l'autre. Depuis, on a été rejoint par un troisième actionnaire, pas des moindres, c'est Mercedes. Ça veut dire que parmi nos 3 actionnaires, on a 2 clients potentiellement, Stellantis d'un côté, Mercedes de l'autre. Ça veut dire que vous allez produire principalement pour ces 2 clients Tout à fait, oui. quasiment exclusivement, même s'il est bien sûr question... Ce sont des gros clients, hein, il n'y a pas... Oui, si vous voulez, Stellantis, on peut jouer quelques chiffres. Stellantis qui réunit 14 marques sous sa bannière, je vais en citer quelques-unes pour ceux à qui ce mot ne parlerait pas. On a dit Peugeot Citroën, Fiat Chrysler, Maserati, Alfa Romeo, Jeep, enfin bref, un monstre automobile. Stellantis, pour ses seuls besoins d'électrification en Europe, a besoin de l'équivalent de 250 gigawattheures, ça fait 5 millions de batteries par an. Nous, ACC, à quel horizon 2030. Voire un peu avant. Donc en montée en gamme, montée en charge progressive, j'imagine. Un bascule depuis une gamme thermique jusqu'à une gamme électrique à 100% dans les 5-6 ans qui viennent. ACC pleine capacité avec 3 gigafactories, celle qui se construit à côté d'ici, puis les 2 autres ensuite en Allemagne et en Italie, pourrait potentiellement répondre à la moitié des besoins de Stellantis. Ça vous donne une idée de... Il y aura de la place pour tout le monde. Oui, il y a de la place Alors pour tout le très bien, monde. ça donne le micro à votre voisin. Il y aura de la place pour tout le monde. Comment vous voyez-vous le développement effectivement du marché depuis le Hauts-de-France ou de l'ensemble de la France? Alors, tout dépend de ce qu'on appelle Gigafactory, puisque mon collègue d'ACC, je crois, va bientôt construire un deuxième bâtiment. Nous avons une exclusivité sur des terrains, parce que c'était vraiment aussi ça le foncier, qui nous permettrait de faire une deuxième, voire une troisième. Donc effectivement, il y a ce besoin-là. Notre partenaire stratégique chez Verkor, c'est Renault. C'est-à-dire que Renault a choisi Verkor pour faire ce binôme du connaisseur de la fabrication de véhicules en production et de cette brique stratégique qui est maîtrisée par Verkor. Et aujourd'hui, on va livrer les premières batteries pour la gamme Alpine, puisque c'est la marque Alpine qui sera la marque premium de Renault. Donc ce sera un véhicule qui sera fabriqué dans la région, alors dans la région Hauts-de-France, un peu dans la région de Normandie, parce que l'Alpine se fait à Dieppe, mais avec des batteries venant de Dunkerque. Et il y a une très forte demande de ces technologies sur des formats différents. On ne va pas rentrer dans trop de techniques, mais pour faire une batterie, on fabrique des cellules, comme ce que fait ACC, et ces cellules ont des formats différents, qui répondent à des critères différents, qui répondent aussi à des clients différents. Le marché qui est visé par Verkor est au-delà aussi de la mobilité électrique, puisqu'on a des clients qui sont sur le stockage stationnaire, qui est un autre marché aussi au niveau de la batterie, qui va nécessiter énormément de batteries. Vous pensez aux maisons, donc là, j'imagine. Les maisons, les industries, les activités sur chantier, par exemple. Mais pour répondre à la première question sur le volume, l'usine que nous commençons juste à réaliser à Dunkerque, Verkor, donc c'est 16 gigawattheures. Renault en a réservé plus de 75% pour du très long terme. Donc évidemment, il faudra développer ces usines. Allez-y, puis après on va parler. Petite réaction par rapport à ce qui vient d'être dit. Le sujet pour les batteries, c'est pas de se demander combien on en aura. Enfin, on en aura probablement besoin de 9 à 12 millions d'ici 2030 en Europe. Donc vous l'avez dit, c'est par an. Ça veut dire 25 gigafactories en Europe. On a parlé de 4 dans la région, peut-être 8, c'était un scoop. Mais oui, grosse information. Admettons que la région soit capable d'en accueillir 8, ce qui serait évidemment une formidable nouvelle. Il en manquera encore potentiellement 2 fois plus
dans d'autres régions françaises ou en Europe. Donc ça vous donne une petite idée de ce qui nous attend. On parle beaucoup de l'arrivée d'Elon Musk en Europe. Alors il y a Berlin, hein, où il est déjà, peut-être avec d'autres. Enfin Tesla, donc Elon Musk quelque chose fait pas qui de batterie, hein. Oui, mais il pourrait devenir un concurrent sur la fabrication de batteries ou pas? Non. C'est assez peu probable. Peu probable. Pas non. que ce soit son business. Non. Elon Musk a toujours travaillé avec des partenaires asiatiques à l'époque, puisque seuls eux savaient fabriquer les batteries à l'époque. Son premier partenaire stratégique, c'est Panasonic, qui travaille avec CATL, BYD. Donc il sera plus un concurrent pour plus les... du partenariat que de la fabrication. Sur le marché, même s'ils ont des compétences en interne, évidemment. Je voudrais juste mettre en regard ce qu'on se dit sur les volumes et les besoins en batterie dans quelques années et les freins au développement, on va dire les obstacles qui vont se présenter devant nous. Pour qu'on puisse faire ce qu'on est en train de se dire, c'est-à-dire fabriquer des batteries par million, il faut qu'on soit compétitif. On a des clients, je vais parler pour ACC, des clients actionnaires qui ont l'habitude de jouer dans le monde entier, qui n'achèteront pas les batteries ACC juste pour les beaux yeux d'ACC. Il faudra que les batteries soient techniquement à la pointe et économiquement accessibles. Donc là, il y a un premier sujet. Et puis, il faudra aussi que le marché lève un certain nombre de freins. Les bornes de recharge, le coût de l'énergie, ce genre de choses qui font que... Et les matières premières pour fabriquer les batteries, quand même, c'est un petit les talents, à l'échelle mondiale. Voilà, c'est beaucoup de challenges à relever pour être encore des obstacles. Peut-être Laura Marzouk, justement, sur le positionnement des Hauts-de-France, parce qu'on est là pour parler de ce positionnement et de cette stratégie. Donc 8, peut-être donc doubler la capacité, on verra. Ça veut dire quoi dans vos plans de développement au moment où effectivement s'installe effectivement cette capacité de fabrication de batteries? Il y a également des usines automobiles. Il y a aussi la question, vous l'évoquiez, de l'aval, c'est-à-dire de la capacité à recycler les batteries. Tout ça fait partie d'une stratégie cohérente de la région? Oui, l'idée c'est de créer véritablement la filière, donc pas seulement d'installer les gigafactories, mais l'idée c'est d'attirer les sous-traitants aussi pour qu'on ait la totalité de la filière et pour qu'on ait aussi on parle beaucoup de souveraineté européenne, pour qu'on arrive à avoir dans la région et en Europe la totalité de la filière. Et c'est vrai que on s'y prépare avec la formation professionnelle principalement. La région Hauts-de-France a plusieurs compétences et la formation professionnelle est l'une de ces compétences. Donc on met l'accent là-dessus pour vous donner un chiffre parlant. Donc sur l'année 2023, on a alloué 80 millions d'euros à la formation professionnelle dans le domaine de l'industrie. Et globalement, avec cette somme-là, on pourrait former 6600 personnes. Donc, c'est une augmentation de 70% par rapport à 2022, parce qu'on sait que finalement, dans les années à venir, c'est là où les besoins vont se manifester. On sait que finalement, dans les gigafactories, ça va être les mêmes besoins. Alors on l'évoquait, les ouvertures ne se font pas, ça va pas s'ouvrir de la même année. Donc finalement le besoin de salariés va s'échelonner sur plusieurs années, mais finalement c'est les mêmes besoins. Alors il y a certains nous, la région elle est compétente pour la formation des demandeurs d'emploi. Donc il y a beaucoup de demandeurs d'emploi qu'on va former, mais on va aussi s'occuper de faire monter en compétences des salariés qui travaillent aujourd'hui dans l'automobile classique et qui vont devoir monter en compétences, qui vont devoir acquérir de nouvelles compétences pour travailler dans le domaine des batteries. Alors c'est un peu ça, cette transformation qu'est en train de vivre effectivement cette industrie est assez violente. C'est pratiquement aussi important que la première révolution industrielle qu'a connue l'arrivée de l'automobile. Là, c'est une nouvelle révolution industrielle. Est-ce que vous arrivez à trouver les compétences? Est-ce que vous les importez, si j'ose dire, d'autres régions? Comment est-ce que vous vous organisez? Je pense qu'il y a la notion de compétence, mais il y a la notion de filière dont Laura parlait. Je pense que c'est assez important. Alors, on a créé Verkor à Grenoble. On connaît bien cette notion de Silicon Valley depuis très longtemps à Grenoble. On est en train de construire dans les Hauts-de-France et dans cette région. Alors, on parle de Battery Valley. Alors, venant de Grenoble, on n'a pas du mal à voir les montagnes de la vallée, mais cette Battery Valley, elle devient quand même de plus en plus crédible. On a quelques partenaires d'ailleurs de Verkor, et pas seulement de Verkor, sans doute, qui ont décidé de s'installer à Dunkerque, comme je pense à XTC Orano, par exemple, sur la chaîne de la valeur des matériaux ou du recyclage, et Ramet Suez qui annonce aussi une usine de recyclage. Donc il y a un écosystème qui se met en place autour de cette filière. Et sur la partie des compétences, on avait bien sûr nous pris ça en compte dès le départ. On a créé à Grenoble l'école de la batterie et on s'est associé très vite au projet dont Xavier Bertrand parlait tout à l'heure, le projet Electromob, pour effectivement
attirer déjà les jeunes à ces métiers de l'industrie. Alors, moi, j'ai un créneau, il faut attirer les jeunes, mais il faut aussi attirer les enseignants et les parents, parce que c'est eux qui peuvent aussi donner l'exemple aux jeunes pour expliquer que l'industrie, c'est pas l'industrie de papa, c'est une industrie qui est propre, puisqu'on travaille dans des industries qui sont quand même très très propres, proches du semi-conducteur, justement, avec des salles blanches, avec des salles propres. Donc il y a toute une éducation à faire. Et ensuite, il faut aller les former par différentes méthodes, différents projets. On a les techniques MRS, on travaille beaucoup avec le Pôle emploi, par exemple, pour recruter, parce qu'il y a beaucoup de profils, beaucoup de possibilités aussi pour les femmes dans ces métiers. Vercor, en 2027, c'est 1200 emplois, dont 800 opérateurs et 300 techniciens. Donc, il faut s'en préoccuper maintenant. Chez ACC, comment vous trouvez les emplois nécessaires? Comment vous organisez? Alors évidemment, c'est un sujet extrêmement sensible et stratégique. Sur les 2000 emplois que comptera la Gigafactory, on peut considérer qu'on aura un tiers des salariés qui vont venir du voisin de la Française de mécanique, puisque Xavier Bertrand tout à l'heure parlait de la reconversion de certains emplois de l'automobile. On est exactement dans ce cas-là. Hein. Si la Gigafactory est installée sur le site de Billy-Berclau d'Ouvrin, c'est pour permettre d'apporter une solution partielle, mais une solution quand même, à un problème qui va se poser à tous ceux qui travaillent dans l'industrie mécanique, l'industrie essence et diesel, qui est se réinventer quand on ne vendra plus que de l'électrique. Donc un tiers de nos salariés viendront de la Française de mécanique, moyennant évidemment un passage par notre usine pilote de Nersac, moyennant un parcours de formation, d'accompagnement, etc. On aura un deuxième tiers de jeunes issus du marché de l'emploi, et ça, on l'a évidemment anticipé. On est déjà maintenant en lien très étroit avec un certain nombre d'universités, des écoles d'ingénieurs dont on parraine les promotions. On travaille aussi avec les acteurs de la région pour faire en sorte que des filières émergent dans lesquelles on pourra, entre guillemets, puiser. Puis le troisième tiers, ce sera des salariés issus du marché de l'emploi et qui, par certaines similitudes de formation, de background, pourront prétendre aussi à travailler dans l'industrie des batteries. 2 mots sur le recyclage, c'est important parce qu'on parle de REF3, donc c'est le côté quand même à la fois circulaire et environnementalement responsable. Comment est-ce que vous envisagez ça l'un et l'autre? Enfin, moi, je n'ai pas d'autre exemple de nouvelle industrie ou d'une nouvelle filière industrielle que l'on crée en France qui intègre cette notion d'économie circulaire et de recyclage dès le départ. J'imagine que ce soit ACC d'ailleurs ou Vercor, on a intégré cela dès le départ dans nos. C'est un peu par nécessité aussi parce que vous n'avez pas les ressources suffisantes peut-être, donc ça permet de recycler, de retrouver la matière première. Non, mon collègue a parlé de compétitivité. Et donc le recyclage, il commence déjà au niveau de ce qu'on appelle les scraps, les rebuts. Quand on parle de recyclage, on pense souvent au recyclage de la fin de vie de la batterie, dont la fin de vie est de plus en plus longue, parce que c'est des durées de vie qui sont assez longues. Mais il faut déjà travailler sur la compétitivité de l'usine. C'est quoi la durée de vie d'une batterie c'est 10 et 15 ans. C'est ça. Ouais. Avec une deuxième vie possible. Quand on est en dessous de 70% de capacité de charge pour l'automobile, c'est pas terrible. En revanche, on peut tout à fait imaginer équiper des bateaux ou d'autres formes de mobilité, donc redonner une deuxième vie à la batterie. Après, il y a du stockage d'énergie, puis après seulement on bascule dans le recyclage. Donc 10 à 15 ans, c'est un minimum. Et un mot sur le recyclage, il est évidemment exclu d'imaginer que nos batteries, quand je dis nos, j'englobe Vercor aussi et tous les autres, en Europe, en tout cas, que nos batteries se retrouvent dans des décharges publiques. Je veux dire, on ne peut pas se dire que dans le cadre du Green Deal européen, on va amener une solution qui permette de réduire les émissions de CO2 et accepter l'idée que toute la chaîne de valeur de la batterie, depuis l'extraction des minerais jusqu'au raffinage, en passant par la fabrication des cellules et jusqu'au recyclage, on ne soit pas mieux disant environnementalement, socialement, sinon ça n'a aucun sens. Ce qu'on peut dire, c'est qu'en 2030-2032, 50% des matériaux qui rentrent dans l'usine Vercor, par exemple, viendront du recyclage. Donc ça s'appelle ce qu'on appelle l'urban mining.
Urban mining. Et l'Europe va inciter aussi à aller dans Et cette vous, direction. vous le ferez vous ou vous allez le faire avec d'autres acteurs? Qui va faire Est-ce qu'il y aura une gigafactory de recyclage? Laura? Il y aura certainement d'autres acteurs. Pour vous parler de quelques exemples concrets, on travaille notamment avec les équipes de la région et Nord France Invest, qui est notre agence de promotion. On est déjà en contact avec plusieurs projets qui sont français et internationaux voilà, uniquement sur le recyclage des batteries. Donc j'imagine que les constructeurs qui développent leur Gigafactory vont être mobilisés dans le recyclage de batteries, mais il y aura également des projets d'autres acteurs. Sur le sujet du recyclage, le maître mot pour nous, c'est une boucle courte avec les chimistes. Je ne vais pas entrer dans les détails techniques, mais une entreprise comme ACC ne consomme pas en direct du cobalt, du nickel. On consomme des produits qui sont déjà traités, qui sont déjà actifs. Donc c'est un chimiste qui fait ce travail-là. Donc l'idée pour nous, c'est que ce soit ce chimiste qui nous fournit en matière active, qui soit celui qui récupère les batteries et les matériaux en fin de vie pour réinjecter ça dans son process. Ce qui fait que le recyclage devient la mine de demain. Et puis ça crée une boucle très courte, encore une fois, avec un seul acteur ou quelques chimistes qui nous livrent en première main, en deuxième main. Ce qui est quand même beaucoup plus rationnel. On recevra un chimiste tout à l'heure, mais je ne sais pas s'il fait des batteries. Je ne crois pas. Il est plutôt dans la santé. Mais sans doute pas alors. Pour terminer sur les batteries, vous parliez de R&D. C'est vrai qu'on a l'impression que ça va très vite dans ce secteur. Là, vous mettez en place de gigantesques usines sur une technologie. Comment vous voyez l'évolution de cette technologie? On parle des batteries solides, on parle de batteries au sodium, on parle de nouvelle génération avec des capacités de charge à la fois plus rapides et de peut-être une durée de vie encore plus longue d'ailleurs. Enfin, comment vous voyez le futur, y compris dans les Hauts-de-France bien sûr, de ces usines? Déjà, l'innovation pour nous importante en ce moment, elle n'est pas tellement sur la technologie de la batterie, elle est sur le digital. On a parlé tout à l'heure de digitalisation dans l'industrie, de data. Une grosse partie des compétences de Verkor, ce sont des data scientists et le digital, parce que c'est ça qui va permettre d'avoir une capacité de fabrication avec des rendements qui sont très élevés par rapport à ce que l'on fait aujourd'hui en Asie et qui vont permettre de rendre l'usine compétitive. Et aujourd'hui, les acteurs fabricants automobiles sont en attente de coûts, de prix, de quantité, comme ce que disait mon collègue, et pas tant d'une révolution dans la chimie de la batterie. Après, c'est une roadmap, c'est-à-dire qu'en fait, juste entre la technologie actuelle, où on a déjà pas mal de points sur la roadmap pour améliorer la technologie existante, une rupture technologique peut arriver à un moment donné, et vous avez peut-être 20-25% de machines à changer, mais c'est pas forcément ça dont le marché a besoin aujourd'hui pour 2030, d'ici 2030. Et vous? Parce que je crois que Prologem, ils travaillent un peu sur ces nouvelles technologies. Enfin, ils sont pas là pour en parler, mais c'est un peu le futur de la batterie. Il y a le temps de la course à l'armement, puis il y a le temps industriel. Nous, on est dans le temps industriel. Le temps industriel, c'est que là, dans les jours, les semaines qui viennent, on doit fabriquer des batteries qui équiperont des véhicules qui rouleront dans les rues et que potentiellement vous pourrez acheter. Et ça, je veux dire, ça permet pas de trop de fantaisie. Ça oblige à répondre à des cahiers des charges très précis de la part de nos clients qui nous demandent un type de chimie avec une rapidité de recharge X, avec une densité énergétique Y, etc. etc. Donc ça, c'est la réalité de maintenant. Et maintenant, on est à l'état de l'art de ce que les clients nous demandent et c'est ce qu'on doit être capable de leur donner et c'est déjà pas une mince affaire. Ensuite, bien sûr, c'est un peu le jeu de la double focale. On a deux pieds dans la réalité de maintenant et puis on a un œil sur ce qui se passera plus tard. Donc on a des équipes qui travaillent au tout solide, on a des équipes qui travaillent à des chimies un peu moins chères que la chimie actuelle. On appelle ça le LFP, lithium phosphate de fer. Donc c'est plutôt une chimie low cost qui est moins performante énergétiquement, mais plus accessible aussi. Et puis un jour, on travaillera, vous l'avez dit, sur du solid state. En attendant, le sujet, c'est qu'est-ce qu'on fait pour les voitures qui roulent dans les rues demain et après-demain. Et là, il faut qu'on soit en rendez-vous. C'est déjà ce premier coche-là qu'il ne faut pas rater. Juste peut-être un petit mot sur l'innovation. Alors évidemment, on est ravis de l'implantation des 4 gigafactories. On disait que ça va créer beaucoup d'emplois. On parle de 10 000 emplois directs dans la région, 20 000 indirects. Peut-être un petit mot quand même sur l'innovation. Vous le disiez, hein, votre innovation est à Nersac, votre innovation chez Verkor est à Grenoble.
Alors évidemment, la région Hauts-de-France, c'est une région industrielle qui produit. Donc on a les centres, voilà, on a les usines et on va fabriquer dans la région. Mais c'est vrai qu'on espère aussi réussir à amener l'innovation dans la région. On est notamment en réflexion et en discussion avec Prologium qui pourrait installer voilà, son centre d'innovation dans la région. Donc voilà, on travaille dur pour ça. Mais voilà, l'idée, c'est aussi de dire les usines, c'est bien et ça correspond évidemment finalement au cœur de métier. À la fois les cerveaux et les usines. Disons que si on peut avoir les deux, on sera ravis, mais on est déjà très satisfait d'avoir les quatre usines dans la Vos région. voisins vont vous répondre quand Ce même. qui rend là-dessus. pérenne les cerveaux, c'est les usines. Hein. Comme mon collègue, le challenge aujourd'hui, il est industriel. Il est d'être au rendez-vous industriel et c'est ça qui va nous permettre de développer les innovations qui se font évidemment aussi dans la région. Et puis nous, on a un risque énorme, c'est que comme on est plutôt bien accueilli à Dunkerque, tous les cerveaux d'un Grenoblois ont envie de rester à Dunkerque quand ils viennent. Et moi, je vous répondrai en disant qu'il y a une semaine comme maintenant, j'étais exactement dans cette situation-là en Nouvelle-Aquitaine, avec le président Alain Rousset, qui est un très bon président de région également, et qui nous disait, mais pourquoi nous, on ne peut pas fabriquer de batteries? Nous, on a que le centre de R&D, on aimerait bien aussi avoir le centre de production. Et là, je lui ai dit, écoutez, dans une semaine, je serai avec Xavier Bertrand. Hop, et comme ça, je suis tranquille. J'ai la parade. Alors, non, mais d'où la question, est-ce que toutes les gigafactories, toutes les usines seront dans les Hauts-de-France ou il peut y en avoir ailleurs en France? Pour l'instant, on est en train Pour de l'instant, créer c'est un les hub en Hauts-de-France. France. Oh, voilà, rassurez-vous. C'est bien que ça reste en Haute-France. On est en train de créer un hub en France. Nous, ACC, Donc là, on opère en Il y a Allemagne. une en logique de Italie aussi. spécialisation. Oui, et puis il y a une vraie volonté des batteries politique, et puis voilà, enfin, il faut et un financement conséquent, et puis du coup un écosystème qui est en train de se créer. On est par nature concurrent, mais on sera aussi forcément très complémentaires sur énormément d'aspects. On a parlé des talents, l'accès à l'énergie, c'est pas inintéressant d'avoir une approche filière. Sur la supply chain, l'approvisionnement, c'est pareil. On a des fournisseurs, on parlait d'XTC Orano, qui arrivent. Ils arrivent parce qu'on sent bien qu'il se passe quelque chose dans la région. Donc je ne pense pas qu'il y aura une deuxième région qui pourra se dire je suis la vallée de la batterie. Enfin, en tout cas, en France, ça paraît peu probable. Donc, bien joué la batterie vallée pour les Hauts-de-France. Exactement. Vous êtes prête, Laura, pour les 4 prochaines gigafactories? Vous avez la place pour les accueillir? On a de la place, on a encore du foncier disponible. On a toujours la même mobilisation et la même motivation avec tous les partenaires économiques des territoires. Et on a également des financements, à la fois des financements régionaux mais des financements européens. Donc, on est prêt, on est déjà en discussion. On espère que pour notre venue de l'année prochaine, on sera donc déjà à 6 gigafactories dans les Hauts-de-France. Comme ça, non, j'en sais rien. Enfin, en tout cas, ça en prend bien le chemin. Merci beaucoup à tous les trois. Merci. Merci.